collègue Becerra. Alors, elle nous a fait un titre très riche, j'arrive pas à le retenir. Donc, recherche, terre, refuge, lieu d'accueil, penser la souffrance des sujets exilés dans une perspective de complexité et de reconstruction. Donc, pour ceux qui n'ont pas saisi, il s'agit véritablement des personnes qui se retrouvent exilées, condamnées quelque part à quitter leurs racines du fait d'un état de guerre. Et Becerra en sait quelque chose. Donc, je vous laisse volontiers la parole. Ok. Merci. Je suis perdue dans un monde perdu. Je viens de Damas. Physiquement, je suis présent, mais psychiquement, je suis mort. Ma famille est morte. Moi, c'est une question de temps. À l'intérieur de moi, je sens une rage. Ça brûle. Je n'ai pas les idées claires. J'ai vécu des situations atroces. Les morts font partie de moi. J'ai vécu 3 ou 4 ans dans la terreur. Ici, je n'ai pas peur, je suis perdue. Le cauchemar de la personne, c'est sa mémoire. Il y a une grande différence entre vivre quelque chose et écouter quelqu'un qui raconte, avec tout le respect que je vous dois. J'ai tout perdu, on est devenus des gens sans objectif parce que le monde est sans objectif. La civilisation n'est pas une civilisation. Tous les jeunes Syriens sont morts, je ne veux pas parler de paroles en l'air. Avant 2012, j'étais la personne la plus heureuse sur Terre. En 2012, le 13e jour du Ramadan, l'armée syrienne, avec ses avions et ses chars, tire sur les jeunes. Se confie M. A au psychologue psychanalyste Emmanuel Declercq, un jour d'entretien dans un centre d'accueil en Belgique. Donc, je souhaite remercier chaleureusement les organisateurs et les membres de l'APE pour l'invitation à cette conférence propice à l'interactivité, à l'intérêt sur le questionnement clinique. L'APE représente symboliquement dans ses valeurs une terre d'accueil, créatrice de liens, révélatrice de potentialités singulières, où chacun peut trouver sa place et avoir la possibilité d'advenir. Là où dans certains lieux et environnements, cela reste une question impossible. Lors du cheminement dans nos existences, nous pouvons partir sur le postulat que certaines rencontres et expériences sont décisives et s'imprègnent profondément de nos parcours de vie. Ce festival Psy est une invitation à sortir du cadre de son cabinet pour aller à la rencontre de l'autre, avec un grand A. Patients, collègues, amis de la psychanalyse de tous bords qui portent l'intérêt pour la complexité de la psyché humaine. Nous avons tenté ensemble de penser la souffrance des sujets exilés qui recherchent une terre refuge, une terre d'accueil, qui a en son sein les aspirations prometteuses en termes de reconstruction, d'intersubjectivité, d'étayage et d'altérité. En d'autres termes, offrir une possibilité de refaire une nouvelle vie, dans et vers un ailleurs. Comme une terre promise, un lieu de reconstruction. Il s'agit aujourd'hui de repenser la souffrance des sujets exilés dans des perspectives métapsychologiques complexes et dans la reconstruction n'est pas chose évidente à produire. Je vais essayer de vous partager de manière bien sûr fragmentaire les conséquences négatives liées à l'exil et certains questionnements des thérapeutes qui travaillent avec ces populations spécifiques. Il s'agit de mettre en pensée et à penser certains processus liés aux différents traumatismes de hier, et particulièrement l'expérience d'un sujet en trauma et en exil, qui ne trouve pas une terre refuge selon ses espoirs les plus profonds. La psychopathologie du traumatisme dans les situations d'exil est une clinique spécifique, bien singulière, qui touche des demandeurs d'asile qui ont vécu des situations difficiles et extrêmes avec des traumatismes qui se cumulent. Ces traumas ont des effets dévastateurs sur la santé physique et psychique dans un contexte de précarité sociale et différentes vulnérabilités. Le sujet exilé est beaucoup plus sensibilisé à des processus autour du deuil, de la perte, des difficultés liées à la transmission psychique et bien d'autres choses. En 2011, nous comptons 42,5 millions de personnes réfugiées. En fin 2021, sur le plan international, nous avons 83,3 millions de réfugiés et de déplacés internes. Depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, il y a entre 12 et 14 millions d'Ukrainiens qui sont sur les routes, donc ce qui dépasse là, depuis peu, le nombre de 100 millions de déracinés dans le monde. Nous constatons que des milliers d'individus sont contraints de quitter leur pays, de prendre la route, poussés par la persécution ou la guerre, afin d'obtenir une protection internationale. Cette population présente de nombreuses vulnérabilités et problèmes de santé. Selon certaines études, les 2 tiers de ces sujets souffrent de troubles anxio-dépressifs, 1/6 de troubles somatiques majeurs,
des ulcères, des hypertensions, des fractures, des lésions nerveuses, des problèmes gastriques, parce qu'ils sont carencés sur le plan alimentaire, des lésions dentaires et lésions cutanées. La moitié est atteinte du syndrome, justement, de trouble du stress post-traumatique que vous avez pu entendre notre collègue Raphaël hier. Donc les symptômes peuvent être des troubles psychosomatiques, comme je viens de le dire, des dépressions réactionnelles graves, des plaintes et inhibitions massives, des sentiments de dépersonnalisation, crainte de la folie, angoisse de morcellement, angoisse paranoïde, comportement addictif et effondrement psychique véritable, sans espoir et mélancoliforme. Nous devons également nous imprégner des caractéristiques spécifiques à ces patients qui sortent de l'ordinaire, qui ont souffert de leur migration, qui ont parfois subi des persécutions lourdes et dégradantes, et se retrouvent en incapacité d'envisager un sens à leur avenir. Nous pouvons observer différentes caractéristiques chez les sujets qui sont atteints de ce genre de stress. Donc l'infliction de douleurs et souffrances physiques ou mentales graves infligées par un agent de la fonction publique ou un titre officiel, des traitements ou sanctions cruelles, inhumaines et dégradantes, interdits par le droit international ou le droit de l'homme, que ce soit en termes de persécution de minorités politiques, religieuses ou ethniques. Des méthodes de répression directe, ça peut être le terrorisme, l'enlèvement, les disparitions, les viols, les mutilations, les assassinats politiques, comme des méthodes indirectes, harcèlement persistant et généralisé, l'obligation de collaborer, des licenciements pour raisons politiques et les difficultés à l'accès à la santé. Voilà, à peu près. La non-satisfaction des besoins alimentaires, ça peut être des problématiques d'alimentation, d'hygiène, d'habillement, de sommeil ou d'hébergement. Et le stress psychique extrême, en temps de guerre, c'est-à-dire la menace de mort, témoin de spectacles de la violence exercée sur autrui, l'ignorance du sort de ses proches, l'imprévisibilité généralisée de la situation et du climat répressif. Tous ces actes empêchent l'individu de se projeter temporellement, de trouver un état stable de protection et d'apaisement. Ces éléments sont des détonateurs pour les victimes d'une clinique de l'aliénation particulière qui sort du tableau clinique de l'état stress post-traumatique du DSM. Selon Madame Charaoui, qui est déjà professeure de psychopathologie à l'Université de Bourgogne, les sujets peuvent être atteints de dépersonnalisation et altération profonde de la personnalité, ce qui détruit leur rapport aux autres, les liens profonds, de filiation et d'affiliation, leur passé, leurs racines, leur histoire et valeurs qui les constituaient, et ça vient attaquer également la solidarité communautaire. Les sujets peuvent être atteints d'altération de la personnalité jusqu'à atteindre, dans certains cas, des états psychotiques assez graves, moments de déréalisation, de dépersonnalisation, clivage du moi, état confusionnel et délirant. Dans certains cas graves, un effondrement psychique redoutable est à craindre, une sidération de l'activité de la pensée, des processus de déliaison psychique, dans les états d'effroi et de répétition, effacement du passé, de l'histoire et de la singularité du sujet en trauma et en exil. Mais je vais approfondir les mécanismes psychiques un peu plus loin dans mon propos. Le sujet est comme sur un radeau, à la dérive, perdu, en recherche parfois de figures secourables, et parfois il n'a pas la force de s'efforcer à rechercher et de poursuivre sa quête et sa lutte. L'effraction psychique et toutes les enveloppes qui les constituent sont atteintes, sont des grandes atteintes, notamment l'image du corps. Cette situation perturbe le patient sur le sens du lien à autrui, avec une grande perte de confiance et de sentiment de fiabilité vis-à-vis de son prochain. Il se méfie parfois jusqu'à la persécution qui peut rendre difficile le travail thérapeutique. La menace et l'insécurité se situent à de différents niveaux et viennent percuter les ancrages fondamentaux de l'individu. Donc ça, c'est Frédéric, Stanislas et Thibaut qui en ont parlé un petit peu hier. Le sentiment de sécurité, le sens de la justice, le sentiment d'appartenance à un groupe, la représentation de soi et le sens de la vie. C'est ça qui vraiment compte pour un individu et qui lui permet justement d'être stable dans un pays et être en sécurité. Tous ces critères correspondent à des contenants individuels, socioculturels, ethniques et religieux.
Les traumatismes extrêmes détruisent ces contenants lors des massacres, des génocides. Ces attaques ont pour objectif de déculturer l'individu, de briser son identité sociale à travers des actes de violence collective, viols, génocides, etc. Dans la même mesure, les déportations et les déplacements des peuples, avec la perte des terres natales, les lieux géographiques d'appartenance favorisent une déstructuration du tissu social et des contenants culturels, qui fournissent l'occasion chez les exilés de se perdre dans les méandres du vécu mélancolique, lié à la perte de leur terre d'origine. Il faut également s'attarder à la dislocation de l'équilibre familial, vu que les sujets en trauma et en exil subissent une altération des liens de filiation et d'affiliation. L'entrée en folie peut être une issue de secours acceptable face à l'horreur, apportant une sorte d'anesthésie, bien que brève, à l'aliénation et la douleur liée au traumatisme extrême. Les survivants relatent un sentiment d'étrangeté vis-à-vis d'eux-mêmes, mais également vis-à-vis des autres. Le ciment social est détruit par des actes barbares, de torture, de violence ou de génocide organisés par les États. Les expériences traumatiques liées à la migration subie et forcée, au déplacement des réfugiés, interrogent la question profonde sur la relation entre le self et la communauté. On peut finalement s'interroger sur les conséquences dévastatrices liées à l'exil, les pertes et les transmissions aux générations futures, des expériences de désarroi et de l'horreur. Comme on l'a vu au début de mon propos, la santé des réfugiés est particulièrement fragilisée, mise à l'épreuve dans un premier temps dans leur pays d'origine. Puis dans un deuxième temps, celle-ci se poursuit dans les conditions extrêmes de fuite du pays, souvent dans l'illégalité, qui peut être un traumatisme en soi, un fort risque létal. Par exemple, les conditions de voyage déplorables sous les camions ou dans les bateaux bombés ou en nage à la Méditerranée. Ça, c'est vraiment quelque chose de très douloureux. Nous devons également prêter une attention particulière sur des conditions de vie précaires et provisoires des réfugiés et demandeurs d'asile. Séjour dans des centres d'accueil, des camps, des foyers, des hôtels provisoires. Pour les sujets en exil, il est question d'adaptation parfois brutale, difficile, à caractère obligatoire, faire face à des normes du pays d'accueil, faire avec une nouvelle culture, une nouvelle langue, des nouvelles conditions et rompre parfois avec son ancienne identité, histoire et lieu d'existence. Il faut faire face aux ruptures culturelles, communautaires et familiales. La personne est propulsée vers plusieurs pertes incommensurables et deuils impossibles. La traversée de toutes ces pertes est rude, voire irréalisable, matérielle et financière, perte du statut social professionnel, perte des membres de la famille et des amis s'il y a une fuite urgente. Nous constatons un caractère d'aggravation si la personne n'est plus en contact avec les siens et qu'elle n'est pas assurée de leur sécurité. Dans le pays refuge, il s'agit pour le sujet exilé de faire face à l'urgence, de se loger, d'effectuer des démarches administratives dans une langue souvent complexe et inconnue, de composer avec l'angoisse de l'attente, l'incertitude suspendue au temps qui passe, afin d'obtenir une autorisation de séjour et de dangers menaçants comme une épée Damoclès du renvoi à expulsion dans le pays d'origine. Ce sont des critères de gravité de psychopathologie qui peuvent intensifier le traumatisme psychique, particulièrement si l'individu a des difficultés d'adaptation sociale, économique et linguistique, et que son identité est quelque part remise en jeu, en question, lors des interrogatoires administratifs, lorsqu'il se présente lors de sa procédure, et doit composer avec le questionnaire du professionnel de l'état civil ou de l'OFPRA sur la véracité de son témoignage et de son vécu. Toutes ces situations inconfortables d'incertitude altèrent le sens de l'existence et conduisent des réfugiés à se demander s'ils sont toujours des humains normaux, selon Madame Charaoui. Certains sujets se considèrent comme des morts vivants. Ce sentiment est fréquent chez les sujets en trauma et en exil. Emmanuel Declercq précise dans sa thèse que le traumatisme est un trouage du tissu psychique. Ce trouage fait que le sujet se vit désubjectivé, en quelque sorte dans une absence de conception, dans le rien, sans poids ni mesure, dans cette confusion si particulière, dans l'étant néant et le néant étant. Monsieur Declercq écrit que ce processus si caractéristique, nous le retrouvons dans un espace-temps archaïque, avant le baptême du sens et du langage, dans l'espace où l'autre et soi n'étaient pas accordés. Le sujet se sent profondément effracté dans cet espace bien particulier. L'effraction psychique fracture ce qui constitue une limite pour l'individu. Je cite le psychanalyste franco-suisse Saverio Tomasella.
Le tissu psychique est trouvé. La personne ressent l'accident comme une intrusion violente, brutale, confrontée au réel, des limites de ce qui est tolérable. Elle perçoit des éléments qui, tels des corps étrangers, pénètrent dans son intériorité subjective, dans son intimité, comme pour en prendre possession durablement. L'effraction due à une violence physique ou psychique provoque un déferlement qui submerge le sujet. Il éprouve une tension interne d'une intensité exceptionnelle. Cette sensation est telle qu'elle peut lui donner le sentiment de disparaître et de vivre une agonie psychique. L'angoisse est alors à son comble. L'environnement dans lequel le sujet avait confiance jusqu'à alors perd brutalement sa fiabilité et ses repères rassurants. De ce fait, nous pouvons constater à quel point il est important pour le thérapeute de ressentir et bricoler avec l'autre ce sentiment d'accordage et de subjectivation, et de colmater le trouage psychique lié au traumatisme. Je vais maintenant aborder cette question du traumatisme psychique assez brièvement parce que Raphaël en a beaucoup parlé. Donc le trauma majeur pour un individu est la mort ou la menace de mort, ainsi que l'insécurité totale qui en découle. Le psychiatre Claude Barrois dit « Ce qui donne la dimension de profondeur et de sérieux au traumatisme psychique, c'est que de rôdeuse, la mort devient bondissante, rate son coup, et laisse cependant sa marque, souvent ineffaçable sur le sujet. Cette soudaine intimité est aussi effrayante par son caractère feutré que pourrait l'être le coup fatal manqué. » Les traumatismes extrêmes participent à une déstructuration de l'identité du sujet avec des profondes effractions et atteintes du corps et de la psyché. Le psychanalyste hongrois Sándor Ferenczi définit le traumatisme comme un déclencheur du moment de folie, du fait d'une rupture avec la réalité. La soudaineté imprévisible du choc provoque une perte de contact avec soi-même, une déréalisation, une violente effraction de ce qui est autour de soi. Le traumatisme violent plonge le sujet dans une profonde détresse psychique où aucun recours n'est possible. Freud évoquait l'Ifelkeit, littéralement des aides, c'est-à-dire la détresse du nourrisson qui est totalement dépendant à ses parents pour survivre et se développer. Cet état particulier va provoquer chez le sujet des angoisses et une douleur psychique profonde de détresse face au sentiment d'impuissance, où il n'y a pas d'échappatoire, une non-disposition d'une figure secourable qui puisse sortir le sujet de l'impasse qu'il vit de manière violente. Cette détresse particulière répond à une menace du monde extérieur non symbolisable, inexplicable, sans avoir la possibilité de sortir, de se détendre et de se défendre et de se protéger. Ce traumatisme est vécu comme une non-reconnaissance, une non-rencontre, un fossé entre le sujet en souffrance et ce qu'il a pu vivre dans le monde extérieur. Il se vit radicalement autre des autres êtres humains. Il se met parfois en retrait pour ne pas toujours ressentir ce fossé qui est toujours présent dans ses interactions. Ce fossé se construit entre l'individu qui a osé regarder l'horreur en face et celui dont le sort a fait qu'il n'a jamais eu à le faire. Lorsque cette situation est à son apogée, extrême et radical, l'individu se retrouve dans un désarroi profond, dans un désespoir sans nom, qui peut aller jusqu'au processus de l'effondrement psychique mélancoliforme. Face au sens de l'horreur, le sujet traumatisé se vit comme hors temps, figé, car il incorpore les fantômes. Le devenir est incertain, stagnant, le temps est vide, il n'y a rien entre l'instant présent et la mort. En arrière-plan, dans le psychisme, nous pouvons percevoir une diminution de l'élan vital, un ralentissement, voire une stagnation du temps interne qui est au cœur de la mélancolie. Monsieur D dira « Je ne suis pas ici, je ne suis pas là-bas, je suis entre deux mondes, je suis coincé dans le passé, je ne sais pas comment m'en sortir. » Le sujet normal bénéficie d'une liquidation automatique du passé en se tournant vers l'avenir, alors que le sujet en trauma ressent une stagnation du temps et du devenir. Le sujet en trauma vit dans un passé présent tragique et perpétuel. Il tente parfois de s'extraire par une fuite maniaque dans l'immédiateté et bien d'autres stratégies incertaines que vous avez pu voir hier. Freud évoquait vers la fin de sa vie la notion de déchirure de moi dans son ultime note sur le clivage du moi. L'affect principal du trauma est la honte. Le sujet traumatisé peut encore négocier avec sa propre honte personnelle. Cependant, là où s'installe l'expérience profonde du traumatisme, dans les conduites d'effraction honteuse par un objet privilégié que le sujet a mis sur un piédestal, que ce soit un prof, un ministre, un compatriote,
qui vient briser l'idéal du moi du sujet et le remet sans appui dans l'expérience de l'horreur et de la cruauté de l'impensé. Pour Ferenczi, le centre du psychotraumatisme et ses mécanismes se situent dans le processus d'autoclivage narcissique. Face à l'exposition de l'horreur de la guerre, une part du sujet meurt et l'autre continue à vivre, mais dénuée d'affect. Elle reste exclue de sa propre existence, comme si le sujet vivait sa vie en dehors de lui-même. Nous retrouvons ce processus d'autoclivage où le psychisme va installer un faux self. Et on a fait toute une conférence sur le faux self que je vous invite à aller revoir. Le traumatisme va également déclencher une fragmentation, une atomisation, une autotomie. Alors l'autotomie, je rappelle, c'est par exemple les reptiles qui perdent leur queue quand elles sont en danger, dans quelque chose de très traumatique, elles se séparent de soi. Et Ferenczi a utilisé ce concept pour parler justement de l'amputation d'une part de soi-même. Donc le clivage fait mourir une partie du sujet en souffrance. Le sujet ne souffre plus, ne ressent plus de douleur, car il n'existe plus. Nous y retrouvons aussi des mécanismes d'introjection et d'incorporation, des fantômes et des cryptes, si chers à Nicolas Abraham et Maria Torok. Les deux psychanalystes ont apporté des éclairages et conceptions sur le clivage du moi, sur la crypte, ainsi que les influences entre générations liées au traumatisme non surmonté, des ascendants qui nomment fantômes. Ça aussi, Stanislas et Frédéric en ont parlé hier. Le sujet passe par des processus de symbolisation complexes et se construit des représentations d'expériences du monde, qui se modifient au contact des différentes expériences de sa vie et le vécu de toutes ces expériences ultérieures. S'il y a un échec de symbolisation, il en résulte une inclusion psychique, où l'expérience est partiellement symbolisée. Le sujet enferme cet échec, donc c'est des contenus, des émotions non symbolisées, et l'encrypte dans les méandres de son appareil psychique. C'est donc l'identité et l'identification du fantôme du passé, et donc la personne enferme ça dans sa propre crypte qui va revenir faire surface. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, cependant, je vous présente un petit extrait de séance d'une patiente d'Emmanuel Declercq, qui illustre bien ce propos. Parfois, je suis consciente que je suis en Belgique. Parfois, je ne suis pas consciente, comme si quelqu'un me ramène dans la guerre. C'est plus fort que moi. Il y a des moments où ils rentrent en moi, les morts, sans que je les appelle. Il y a des moments où tout va bien, et une fois, ils reviennent, comme s'ils ne veulent pas que je sois heureuse. Quand je me promène dans la rue, il arrive que je reconnaisse des gens, alors que je sais que je ne les ai jamais vus. Je vois les gens d'avant, mes amis de l'ailleurs. Certains sont morts, d'autres sont toujours vivants. Quand je m'approche, je vois que ce n'est pas eux. Quand je me promène avec ma femme et mes enfants, il y a un endroit où ils font des constructions. Quand je vois et quand j'entends les grues, je vois les tanks et les cadavres. C'est impatient, pardon. Dans cette traversée particulière de l'exil et du trauma, nous pouvons également y voir, comme le dit le psychiatre Bernard Doré, un acte de décivilisation de l'identité. Le traumatisme extrême est un acte de décivilisation de l'identité humaine qui signe l'affaiblissement de la culture. C'est la réalité d'un processus de désymbolisation. La décivilisation de l'identité humaine est une expérience de ressenti de l'effondrement de l'unité individu-environnement. Le sujet en errance, délié du monde, qui ne le reconnaît plus comme faisant partie des siens, est alors exclu de la communauté humaine. La visée d'un suivi thérapeutique se situe dans le fait de relier les pensées, affects, expériences, faire liaison à l'intérieur de soi, de symboliser. Il s'agit de faire éprouver quelque chose de la reconnaissance mutuelle, humain à humain, que ce qui était délié inter- et intrapsychique puisse à nouveau se relier et trouver une place et un sens, dans le monde intérieur comme dans le monde extérieur. Ce temps particulier d'attente et de la reconnaissance du statut de réfugié dans le pays d'accueil peut être un vrai calvaire et durer des années. Ce temps d'attente dans un pays où il n'est pas toujours bien accueilli conduit le sujet à de véritables états de non-lieu territorial et psychique. Nous y retrouvons globalement de l'inhospitalité pour les étrangers et plus particulièrement pour les réfugiés qui sont condamnés à survivre dans un état de non-lieu territorial et psychique. Les réfugiés survivants ou descendants de survivants et ainsi acculés à se reterritorialiser juridiquement, mais également subjectivement,
selon les psychologues et psychanalystes Élise Pestre et Fethi Benslama. Selon Fethi Benslama et Olivier Douville, qui sont aussi psychanalystes, les conditions d'exil traumatique peuvent mettre à mal les processus de transmission psychique entre les générations et se pose à long terme la question de la transmission du traumatisme aux futures générations et de la place et fonction de l'ancêtre. Selon Marie-Rose Moreau, qui est aussi psychanalyste, ils peuvent s'exprimer dans le corps de l'enfant ou dans les interactions familiales. L'enfant, en tant que survivant, peut cristalliser ces transmissions générationnelles non symbolisables et clivées. Il est nécessaire pour les descendants de faire un vrai travail de mise en sens et en forme de la continuité de la filiation des vécus traumatiques. Je me suis attachée à vous exposer les théories de manière non exhaustive et donc fatalement réductrice parce que ce genre de clinique d'effroi demande un tissage singulier avec le patient. Il existe des lieux de soins spécifiques qui accueillent, dans le cadre des consultations spécialisées, des hommes et des femmes, des enfants individuellement ou en famille, suite à des vécus traumatiques anciens ou récents, uniques ou cumulatifs, en urgence ou en long cours. Donc c'est le quotidien de certaines équipes soignantes et surtout d'un travail collaboratif avec des équipes pluridisciplinaires. Au-delà de la qualité de l'écoute, ce type de prise en charge demande un aménagement de cadre que la psychothérapie habituelle. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour revenir à ce qui concerne précisément l'acte de décivilisation de l'identité humaine, M. Declercq fait l'hypothèse que l'événement vient toucher le sujet dans son point le plus fort, dans ce qui constitue l'essence de son être, à savoir ses croyances fondamentales, qui sont le tabou du meurtre et de l'inceste. Il rajoute « Ces faillites de symbolisation et de subjectivation, de l'impensable horreur au cœur de la supratemporalité, du psychotraumatisme, du collapsus entre le passé et le présent, sans ouverture sur l'avenir. C'est cette rupture brutale de l'unité individu-environnement, cette décivilisation de l'identité humaine, cette déchirure dans la trame de l'étang, ce collapsus entre le présent et le passé, cette supratemporalité traumatique qui plonge le sujet dans un état de perplexité qui s'accompagne d'une paralysie psychique à penser et à dire l'impensable. C'est un état dans lequel le sujet se vit mort au monde, comme un robot. Je sens l'odeur de la guerre, l'odeur du sang. J'entends, je vois les morts, je discute avec eux, les gens que je n'ai pas pu aider pendant la guerre. Je ne suis pas responsable de leur mort, mais ils sont toujours avec moi. À la maison, je sens parfois une odeur de mort, comme si quelqu'un va mourir. Quand quelqu'un est mort, il y a une odeur spéciale. Et c'est cette odeur que je sens parfois à la maison. Le passé me hante, j'ai peur de perdre la raison. C'est des fragments d'entretien de ce que je viens de vous raconter. Nous voyons bien au fur et à mesure que force d'impact et de prégnance de cette déchirure déstructurante, c'est l'ancrage au monde du sujet qui est touché. Ludwig Binswanger, psychiatre suisse, nous dit en 1957 que ce sont l'émancipation totale du terrifiant, de l'épouvantable, du destructif et de l'anéantissement qui se détachent de la communauté, des possibilités de l'être humain, qui font la différence entre les traumatismes extrêmes, qui relèvent de la rencontre avec l'extrême, de l'exceptionnel, d'avec le traumatisme de la structure, qui sont dits banals, quotidiens, qui surviendront plus tard dans le parcours de vie d'un sujet avant l'exposition traumatique. Le psychanalyste plaide pour que le traumatisme extrême soit d'une autre essence que le traumatisme dit banal, plus quotidien, de l'ordre de la clinique de l'horreur. Elle est en lien avec la lourdeur du travail psychique à effectuer par l'affiliation du patient et du psy dans la quête de mise en sens du non-sens et du hors-sens absolu, le gel psychique et la notion de perplexité. Pour autant, il est important de rappeler que pour les patients, l'expérience traumatique en elle-même n'est jamais banale. Selon Bion, cela se rapprocherait du concept de terreur sans nom. Celles-ci sont radicales, impensées, où l'horreur, l'indicible s'inscrivent dans le corps, dans une pensée lacanienne, dans le réel du corps. On y retrouve une tentative inconsciente d'inscrire de façon imaginaire et d'intégrer cette terreur. Cela pose également la question de la transmission, donc transgénérationnelle. Ce qui risque de se transmettre ne sont pas des signifiants en lien avec les désirs inconscients parentaux, mais plutôt des corps étrangers, clivés de l'espace psychique parental et placés sous l'impératif du silence. La conséquence désastreuse de ce type de traumatisme se situe dans le développement des psychoses post-traumatiques. La fuite dans la psychose serait une forme de capitulation définitive devant l'énigme.
En effet, le traumatisme est une psychose passagère selon Ferenczi, car seule l'autodestruction de la cohésion psychique peut éviter l'angoisse d'anéantissement et permettre la reconstruction à partir de fragments. Les fragmentations majeures de la personnalité et les psychotraumatismes extrêmes qui en découlent sont des attaques massives contre le lien. Les capacités du sujet à faire lien tant à l'intérieur de soi, à se subjectiver en mentalisant et en s'appropriant ses affects, en reliant ses pensées, en construisant ses chaînes signifiantes avec les autres qui sont touchés. Comme l'avance Bion, c'est un processus de délésion créé par la désubjectivation et la fragmentation de la personnalité psychique à cause de l'exposition de l'horreur et de l'indicible. Le sujet rend les armes devant ce travail titanesque et se vit perpétuellement morcelé, fragmenté. Le trauma devient selon Ferenczi un processus de dissolution qui va dans le sens d'une dissolution totale. La psychose passagère se chronicise en psychose post-traumatique. Et alors, me direz-vous, dans cette situation si particulière de l'exil qui nous préoccupe aujourd'hui, de quoi s'agit-il vraiment ? Donc nous sommes plongés dans une clinique où s'entremêlent les traumatismes extrêmes et les traumatismes de l'exil. C'est un point culminant. Dans ce genre d'expérience, il s'agit de prendre en compte les modalités suivantes. L'exil de soi, du monde et des autres, qui constitue le départ forcé de la terre des origines et le long et parfois très dangereux parcours de la nouvelle terre d'accueil, qui est souvent de fait une terre de non-accueil, qui tend à accueillir le moins possible les sujets qui souffrent de traumatisme extrême. Ceux-ci sont suspectés de mensonges, obligés de se soumettre à des procédures anxiogènes, à se retrouver dans des situations de tri, de sélection ou dans l'attente d'un possible renvoi dans le pays d'origine. Et Jean-Claude Métro, pédopsychiatre, dit que ce sont des terres de nulle part, de la clandestinité et de l'errance destructrice. Le sujet est fait de l'autre et du bain de langage. Et il est l'effet non pas d'une seule intériorité qui lui serait propre, mais également d'une altérité qu'il partage avec les autres avec un grand A. Et je cite Tsvetan Torodov, qui est bulgare, philosophe et historien. Il dit, dans Vivre seul ensemble, « Pour devenir un être humain, le nouveau-né doit être accueilli par le regard et les soins de sa mère, avant de s'insérer dans le monde, commun fait de langage, d'une culture, d'un ordre. Chacun de nous est fait des autres, avant et autour de lui, et lui-même participe à la formation de tout ce qu'il rencontre. Le je dépend toujours d'autrui, le nous des autres, c'est la seule immortalité qui vaille. » Certains sujets témoignent d'une torture stratégique où la perte prend le sens d'un signifiant fondamental et désorganisateur. Nous pouvons nous demander comment l'individu peut symboliser l'inhumaine horreur, l'expérience de la torture. Je vais décrire ce que la torture peut représenter pour les patients exilés qui sont en demande de régularisation de leur situation. Les actes de barbarie, selon Françoise Sironi, psychologue française, représentent des traumatismes intentionnels, délibérément provoqués par un humain ou un système sur un sujet donné ou sur un groupe d'individus. Ils se caractérisent par des processus spécifiques qui sont induits par des systèmes persécuteurs, torsionnaires, totalitaires, concentrationnaires et esclavagisants, dans le but de provoquer des destructions psychologiques et des déculturations. Qu'est-ce qu'implique la torture ? Quel est le rôle du tortionnaire ? La torture se caractérise par des mauvais traitements en fonction de l'intentionnalité des persécuteurs. La spécificité de la torture tient à ce qu'elle vise toujours les points les plus vulnérables de sa victime. La torture est un instrument de pouvoir. Le pouvoir et la répression sont des corollaires constitutifs de tous les contextes de torture. Elle sert au tortionnaire à se maintenir au pouvoir ou à s'en emparer, ainsi qu'à en priver ses victimes qu'elle rend complètement impuissantes. Une minorité désignée comme cible au tortionnaire, cela crée un rapport d'asymétrie menaçante. Les instances étatiques sont présentées comme victimes menacées et la torture est exposée comme une contrainte inéluctable au regard du danger. Faire étalage de son pouvoir et l'exercer, voilà l'objectif ultime poursuivi par des tortures et des tortionnaires. Les mobiles peuvent être variés, extorsion d'informations, extorsion d'aveux, endocrinement, intimidation, isolement de la victime, confusion par irrationalité. Donc c'est ce qu'on appelle le lavage de cerveau. Les auteurs recourent aux méthodes les plus diversifiées pour atteindre les objectifs définis qui sont soumis à un perfectionnement constant.
Celles-ci vont parfois à l'usage de la force brutale et des techniques d'emprise, contraintes physiques jusqu'à des méthodes sans trace matérielle pour effacer les preuves. Dans ces techniques de torture psychologique, nous avons pu voir que des médecins et des psychologues peuvent être associés à ces pratiques, actes de torture ou autres formes de traitement cruel, inhumain et dégradant. En tant qu'experts techniques, ils interviennent directement ou indirectement sur le déroulement de l'acte de torture. Par exemple, falsification de rapports d'autopsie. Les actes de torture, donc il y a l'administration abusive de médicaments. Ça peut être par exemple les hôpitaux ou les institutions qui sont complices. Par exemple, les hallucinogènes vont provoquer des confusions mentales, les neuroleptiques vont provoquer des émoussements sensoriels, des paralysies musculaires, des crises de suffocation. Les abus de psychotropes vont provoquer par exemple la perte de contrôle de soi, les troubles de douleur psychique et les angoisses de mort. Ça peut être la suspension du corps de la victime. Ça peut être les sévices divers, par exemple qu'on appelle la falaya ou la falanga. C'est donner des coups tellement à la victime sur les plantes des pieds que ça laisse des traces irréversibles et qui peuvent provoquer des lésions durables sur le temps, sur la colonne vertébrale ou sur la tête. Ça peut être des atteintes biologiques et des fonctions vitales, la privation de sommeil, de nourriture, d'air ou de liquide. Ça peut être l'asphyxie par suffocation, la variante à sec ou par l'immergement de l'eau, la variante liquide qu'on appelle submarino. Ça peut être aussi plusieurs formes de violences sexuelles sur les femmes, sur les hommes et sur les enfants. Des décharges électriques sur les parties intimes, l'écrasement des testicules, la blessure délibérée ou les viols. Mais je vous y passe des détails. L'ensemble de ces méthodes de torture ont en commun 4 éléments très importants que le psychologue canado-hongrois qui s'appelle Peter Schwedfeld a décrit. La debility, c'est l'affaiblissement physique et psychique de la personne. Les blessures et les cicatrices vont tellement se perdurer des années, même après le calvaire. La dependency, c'est la dépendance et l'humiliation. Soumission et sous pression, la victime n'a pas le choix, elle n'a pas de libre arbitre, elle est impuissante, elle va être dans quelque chose de l'avilissement de soi-même et ça va être très difficile de se sortir de ce process. Le dread, c'est l'effroi, déclenchement de peur intense. Le but fondamental de la torture, c'est la douleur insupportable. C'est épuiser la victime, lui faire croire qu'elle est dans une mort imminente. Et cette répétition du simulacre va vraiment introduire le traumatisme au plus profond. La disorientation, bon excusez-moi mon anglais, hein, c'est pas la disorientation, c'est la confusion, climat d'imprévisibilité permanent. Donc c'est une technique de confusion visant à anéantir l'individu, adresser une parole de double contrainte, c'est un peu ce qu'on appelle le bon flic et le mauvais flic, qui va provoquer des choses très très compliquées pour une pression psychologique extrême. Et la deprivation, c'est la privation, empêcher la victime de satisfaire ses besoins vitaux et alimentaires, que ce soit en termes d'hygiène corporelle, d'eau, de nourriture, et c'est ce que j'ai pu vous dire plus tôt. Donc en rapport avec la torture, nous pouvons interroger la question de la posture de l'assassin et du processus de cruauté qui s'y attache. Les recherches se portent dans la compréhension de la victime et de l'assassin. À noter que la victime, lorsqu'elle survit, veut comprendre le bourreau. L'inverse n'est jamais vrai. Et cette volonté de méconnaissance, de défiguration de l'autre que l'assassin arbore est une condition de son crime. Le tragique impose l'urgence de penser. La cruauté extrême introduit un trop, un excès, acte qui semble gratuit par rapport à la violence, qui quant à elle se satisfait de la destruction de l'ennemi, alors que la mort de la victime simple n'est pas suffisante pour le tortionnaire cruel. Le but étant de lui faire mal, en plus, pour faire mal, parfois pour rien, semble caractériser son action. Toute cruauté est perçue comme extrême et consiste à dépasser la limite de la simple violence. La cruauté se situe du côté du pouvoir de la toute-puissance. Les plus cruels tortionnaires étaient les plus craints auprès des populations. Ces actions viennent légitimer la loi du plus fort. Dans ce type de régime, il n'existe pas de consensus et de règlement à l'amiable. C'est un système totalitaire et meurtrier. La figure du méchant abuse de sa position de force et d'impunité. Cette cruauté implique une surenchère gratuite, des lexiques d'injures et de bizutage de tout ordre,
un aspect de gratuité et d'injonction et d'excès, bien sûr. Le tortionnaire est perçu pour les victimes et témoins comme fou, comme non humain, comme inhumain. Seul un diable, un barbare, un sauvage, un robot peuvent faire ça. La cruauté implique alors une réelle difficulté à être pensée, parlée, décrite. Elle contamine la victime par la stupeur et l'effroi. Dans un système totalitaire, les cadres sont bannis et explosés. Le bourreau ne se sent jamais coupable et n'est pas en capacité de se remettre en question. Toute la honte et la culpabilité se situent du côté de la victime. La cruauté est impliquée dans cette dissymétrie politique entre la victime et son bourreau, car elle est un usage spécifique du pouvoir. Elle en est la face frénétique et fanatique. Elle en est l'abus et l'ivresse. Le rapport de force est fatal pour les victimes qui sont crédules et sans défense. Les atrocités, comme dans toutes les guerres, se composent de viols, de meurtres, de destruction et du chaos sur le terrain. Dans cette agression gratuite, dans une vie extrême, inégalitaire, sous l'égide des doctrines d'État, il n'est pas question de méchanceté humaine, mais des mécanismes d'engrenage avec des responsabilités pénales qui devraient être jugées. Les bourreaux se situent dans l'impunité politique, placés du côté du pouvoir. Les victimes subissent l'injustice d'une société qui ne reconnaît pas leur histoire ou leur identité propre. La torture et la cruauté sont une spécificité du lien de haine. Jacques André dit « Dans les tortionnaires et la haine, là où l'amour fait dans la nuance, la haine ne connaît pas la demi-mesure. Totale, absolue, elle circoncit son objet et elle y tient plus que tout, s'attachant à lui nuire avec une constance et une ténacité dont l'amour ne fait pas toujours preuve. Paradoxe de la haine, elle reconnaît son objet dans le geste, même où elle souhaite l'annuler. Car si la haine crée l'objet, elle est aussi ce qui menace le plus violemment son existence, parce qu'elle fait de l'identité de soi à soi un concept exclusif, voire fétichisé. La haine porte en elle le rejet de toute altérité. Quand elle se fait l'allié du narcissisme ennemi des petites différences, la haine devient le vecteur d'une pureté qui ne tolère plus aucune bigarrure, aucun mélange. Pureté de la race, purge, épuration ethnique, le pur et la haine habitent les mêmes contrées. Ces formes nouvelles de la haine se répètent dans les manifestations contemporaines de la violence et de la cruauté. Donc après ce descriptif des différents processus liés à la torture, dont la cruauté et la haine en sont indissociablement liés, nous pouvons entendre que le sujet exilé qui a subi des forts sévices soit en déperdition de soi-même et peut rompre avec la réalité en se dépersonnalisant, en gérant son traumatisme de l'horreur au mieux de ses ressources intimes. Winnicott considère que cette rupture dans la continuité de l'existence est le cœur de l'expérience traumatique. Le sujet n'est pas en capacité de décrypter son environnement et ses propres réactions du fait de l'absence de médiation, et il est pris dans l'événement et dans la désymbolisation. Ces expériences vont provoquer des ruptures dans son sentiment de continuité à être. Ces ruptures submergent l'individu dans une notion d'authentique menace de son sentiment de sécurité interne. Donc, nous retrouvons aussi systématiquement les questions de chaos originaire, de rage narcissique. Je ne développerai pas ce concept, mais je m'attacherai à vous envoyer vers les recherches de Heinz Kohut, psychanalyste proche de la théorie de Bion et de Melanie Klein. Et du coup, il parle énormément justement de le principe de primauté de la conservation du self, qui est moteur fondamental des conduites de tout sujet sous la menace de la destruction du self et le développement des différents registres narcissiques. Certaines interventions sont significatives des désordres complexes au sein de nos sociétés occidentales, nécessités ethniques et humaines. Elles résident dans l'exigence du témoignage, l'engagement des différents professionnels dans des situations inhumaines et d'horreur, apprendre la pluridisciplinarité, rechercher la complémentarité, le décentrage, accepter la modestie, le complémentarisme au sens de Georges Devreux, sont nécessaires afin de s'ajuster au mieux dans les situations de crise. Il est important de co-construire des dispositifs adaptatifs à chaque situation. Ces dispositifs techniques doivent être respectueux des hommes, des contextes, des situations et des cultures. Pour que le professionnel occidental accepte de rentrer dans cette logique de la co-construction, il ne doit pas se sentir menacé dans son identité individuelle, culturelle et professionnelle. La stratégie de la co-construction implique un dispositif où les identités de l'un et de l'autre soient préservées, un dispositif complémentariste, là encore. Exemple
de l'ethnopsychiatrie avec Toby Nathan, Serge Lebovici et bien d'autres, notamment Olivier Douville qui travaille dans l'ethnopsychiatrie et la population des exilés. J'ai bientôt fini. L'aide humanitaire ne s'adresse pas aux seuls besoins physiologiques. Elle doit prendre en compte l'homme dans sa complexité, dans son essence même. Il est fondamental de prendre en considération que les interventions humanitaires peuvent parfois être empreintes d'effets délétères et pervers sous couvert de protection et d'accompagnement des populations. Restaurer l'homme dans sa capacité de choix, dans sa liberté, dans sa faculté à agir sur le monde est aussi essentiel que de la nourriture, de le couvrir ou de le soigner. Si l'on adhère à cette approche à la fois ambitieuse dans ses buts et modeste dans ses objectifs immédiats, on comprend facilement que la psychiatrie peut avoir à jouer un rôle important. Finalement, ce que crée le malheur d'une catastrophe ou d'une guerre est une forme d'aliénation où l'homme perd toute liberté. Qui a vu les ordres de déplacer au Rwanda, les foules affamées en Somalie, le regard perdu des rescapés d'un massacre ou d'un nettoyage ethnique ne peut ignorer cette autre réalité des catastrophes humaines, décrit Dominique Martin, médecin psychiatre. Pour Marie-Rose Moreau, sortir du cabinet et aller à la rencontre de ce profil de patient exige des motivations complexes et très hétérogènes. Les bons sentiments ici comme ailleurs ne suffisent pas. En quelque sorte, le psy doit avoir des motivations assez solides, car ce type d'accompagnement n'est pas de tout repos, les contre-transferts étant extrêmement massifs. Le travail en situation de crise, de conflit et d'intervention humanitaire sont très différents entre les continents, les pays, les périodes de crise. Marie-Rose Moreau souligne plusieurs types de motivation du clinicien. Un devoir de témoignage, une nécessité intérieure de rencontre humaine, un désir de connaissance afin d'ajuster les soins psychiques, et ainsi adapter les accompagnements à d'autres outils, d'autres lieux, d'autres sociétés, d'autres cultures. C'est chercher à apaiser les effets du traumatisme. Pour Marie-Rose Moreau et Serge Lebovici, il est très difficile de transposer un simple savoir. La clinique psychiatrique étant tellement liée à l'être et à ses interactions complexes avec le monde qui l'habite, soigner la souffrance psychique implique de connaître ce contexte ou de le comprendre dans sa complexité, de respecter les règles de l'organisation sociale. Donc pour conclure, nous vivons notre premier exil par la violence que la nature nous impose, la naissance. L'homme est contraint, en sortant du ventre maternel, à trouver et faire de la vie une terre d'asile, selon Martine Huissier. Toutes les réflexions proposées dans cette intervention sont une invitation à penser les développements et mutations de l'accompagnement thérapeutique et métapsychologique. Nous pouvons également observer les dynamiques psychiques qui sont à l'œuvre lors d'expositions au traumatisme à de différents degrés, ainsi que celui qui concerne les exilés et les naufragés de tout ordre. Dans notre cabinet, nous avons l'habitude d'accueillir des naufragés lointains avec une historicité lourde et lointaine d'un parcours d'exil et d'exode, que cela soit du côté le plus intime et proche ou bien du côté transgénérationnel. Il s'agit pour le thérapeute de proposer un espace transitionnel, matrice de reconstruction, où les enjeux cliniques sont importants, voire vitaux. Et le but étant de ne pas reproduire l'intrusion et faire flamber à nouveau le traumatisme, qui prend déjà énormément de place dans l'appareil psychique du sujet. Nous nous attelons à des problématiques de survie et des besoins vitaux en termes de sécurité, de confort primaire, dans une forme de promiscuité, mais également à tout le potentiel que le sujet peut construire dans l'advenir. Nous pouvons pointer la logique de la survie qui prend toute la place dans ces espaces d'accompagnement où le sujet traverse un véritable meurtre d'âme. Grâce à ce travail d'assemblage, d'accordage, persévérant et patient, peut s'initier le processus de reconstruction subjective. À la suite d'une telle expérience de ravage et de chaos, quelles sont les possibilités de resubjectivation dont l'individu dispose ? Quelles pourraient être les formes de résilience collective ? Entendu comme un ensemble de processus à inventer ensemble, notamment grâce à la mémoire et la solidarité. Et ça, je vous invite à lire la thèse de Saverio Tomasella qui est très intéressante là-dessus. Pour finir, en préparant cette conférence et en cherchant quelques idées sur les réseaux, j'ai découvert au gré de mes lectures une publication d'une collègue psy qui parlait d'Elisabeth Kubler-Ross, que je pense que vous connaissez, psychiatre helvético-américaine, pionnière de l'approche des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie. Elle est connue pour sa théorisation des différents stades émotionnels par lesquels passe une personne qui apprend sa mort prochaine.
Elle a initialement appliqué sa théorie à toute forme de perte catastrophique et je souhaiterais vous partager un petit extrait. Les gens sont comme des vitraux. Ils brillent tant qu'il fait soleil, mais quand vient l'obscurité, la beauté n'apparaît que s'ils sont illuminés de l'intérieur. Elle parle de la chenille qui doit mourir pour se transformer en papillon. En se rendant en Pologne, elle découvre l'horreur des camps de concentration, notamment celui de Majdanek, où s'entassaient les femmes et les enfants. Sur les murs de baraquements, elle remarque des dessins représentant des papillons noirs. Les enfants les ont produits avant de mourir. Ils représentent l'envol et la chenille devenue papillon. Donc l'envol et l'espoir. Les enfants les ont produits avant de mourir. Et j'étais particulièrement touchée, impactée par ça. Donc ce symbole de l'espoir, de la délivrance. Ce qui nous ramène à cette merveilleuse citation de Richard Bach, ce qui nous ramène, ce que la chenille appelle fin du monde, le maître l'appelle papillon. Dans le contexte moderne actuel, ce symbole de renaissance s'inscrit comme un défi. Il laisse la possibilité à chaque individu de se saisir de nouvelles expériences qu'il rencontre sur son parcours au gré des rencontres, afin de pouvoir poursuivre en lui tout son potentiel transformatif et ainsi accéder à un méta-espace transitionnel de réhumanisation. Voilà, je vous remercie. Merci Lucien. Si vous avez des questions. Je voulais juste préciser pour Elisabeth Kubler-Ross, suite à cette découverte de papillons, c'est là où elle a pris conscience et qu'elle allait s'occuper des mourants et des gens fragiles. Ça a vraiment impacté son travail de thérapeute. Oui, Tristan. Merci tout d'abord pour votre travail de recherche et de synthèse que vous avez présenté. À un moment donné, vous parlez de prise en charge pluridisciplinaire. J'aurais voulu savoir en quoi elle consiste et qui sont les protagonistes. Alors il y a des médecins psychiatres, il y a des psychologues cliniciennes qui sont dans des institutions spécialisées de cliniques spécifiques aux exilés. Il y a le milieu associatif aussi. Donc dans un premier temps, c'est de prendre en considération le trouble de stress post-traumatique. Et après, la prise en charge, quand les gens peuvent être régularisés, ça peut être des soins en long cours, avec par exemple des thérapeutes qui vont venir travailler le corps. C'est une prise en charge globale. Oui, tout à fait. Il y a du médical, tout à fait. Des aspects sociaux, administratifs. Tout à fait. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est Emmanuel Declercq en Belgique qui accompagnait les individus directement dans les institutions administratives. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'il a créé un lien humain-humain avant un lien humain-thérapeute. C'est vraiment reconstruire un lien d'humanité. Le sentiment de continuité à être qui a été vraiment brisé. Du coup, l'humain, là, prend tout son essence. Ça m'a vraiment impacté parce que dans sa thèse, il a vraiment voulu faire une proximité particulière d'humain-humain. Et ça m'a vraiment touchée dans la manière dont on peut accompagner les gens dans notre cabinet. Mais c'est rare qu'on voit les exilés dans notre cabinet. Ils sont plutôt dans les centres, dans les milieux administratifs à chercher les papiers, voyez. Oui, Loïc. Vous avez évoqué la violence directe de la guerre. Donc, la mort, le déracinement, le déplacement, les tortures. Mais quid de la violence indirecte, notamment de l'accueil? Parce que moi, ce que j'avais pu notamment comprendre d'une psychiatre qui travaillait sur les réfugiés, on a dans les processus d'analyse, d'étude des demandes d'asile, quelque chose qui va produire une violence à double titre. D'une part parce qu'on va contraindre parfois des réfugiés dont la culture n'est pas une culture où on se dit à devoir livrer un récit biographique étayé pour obtenir leur asile. Et surtout que ce récit-là, il a un côté performatif qui fait que dans la réalité, on va avoir un marché noir des histoires et des histoires qui vont être substituées à la véritable histoire parce que la véritable histoire comporte trop de trous et donc ne permettrait pas d'obtenir l'asile. Donc on va acheter l'histoire d'autres personnes qui, elles, sont étayées. Qu'en est-il de la violence et de l'impact de cette autre violence?
Je pense que ça reproduit le traumatisme de base. Ce que je vous avais dit dans mon propos, il y a le traumatisme dans la guerre et dans le pays d'origine. Il y a le traumatisme de cette déculturation, acculturation. Voyez, et du coup, tout ce processus, je pense qu'il est très traumatogène. Et les gens, comme on a pu le voir avec notre collègue hier, il faut 4 semaines pour pouvoir parler, dire quelque chose, des fragments. Les gens sont complètement explosés. Ils ne sont pas en capacité de faire un récit de A à Z de ce qui s'est passé. Parfois, ils n'ont même pas les mots. Ils n'ont pas le propos juste. Et du coup, les individus qui vont venir accueillir cette parole, c'est compliqué parce qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose un lien entre leur histoire, entre leur trajectoire d'exil. Et en plus, ils remettent en cause et en question le processus. Donc ça fait double traumatisme de remettre en cause cette histoire. C'est comme si le traumatisme n'avait pas existé. Du coup, ils deviennent bourreaux, symboliquement. Vous voyez ? Michel. Je pense au syndrome de Stockholm. Ces gens qui finissent par presque aimer leur bourreau. Ça, c'est incroyable. Apparemment, on peut se demander comment ils arrivent. Mais il y a aussi le problème de l'identification à l'agresseur. Tout à fait. Que quelqu'un qui a été blessé, traumatisé, peut traumatiser une autre personne par identification à l'agresseur. Tout à fait. Ça, ce sont des problèmes qui se posent à tout psychothérapeute. Essayer de faire émerger la conscience et le suivi de cette souffrance. Tout à fait. Le problème d'identification à l'agresseur est un vrai problème. C'est un processus psychique que l'individu peut passer et peut traverser. Mais c'est vrai que les bourreaux ont cette posture bien spécifique que je vous ai décrite lors de la conférence. Et je pense que dans l'identification à l'agresseur, il y a cette idée de survie. La personne, la victime, va tout faire pour survivre. En tout cas, il y a l'élan vital qui la pousse à survivre, à part les gens qui sont très fragilisés et qui se laissent dans cette situation de mort, je pense. Mais on a tous un instinct de survie qui nous pousse à aller au-delà de nos potentialités, de nos possibilités. Dans le syndrome de Stockholm aussi. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Oui, Bernard. Tu reviens sur la perte de voix et la possibilité de parler pendant un mois, de ne plus savoir d'où on vient, quel est notre parcours, de passer l'état de victime en gros. Est-ce que c'est là, d'après toi, qu'on passe de la névrose à la psychose? Parce que tu as employé le terme de psychose pour un temps. Il y a une petite psychose. ça à l'état de névrose, Oui. mais tu as employé, alors je ne sais plus quel psychiatre ou psychanalyste met ça en avant, on emploie le terme de psychose. Oui. Et là, on change de cas. C'est Ferenczi, oui. C'est Ferenczi. D'accord, c'est ça. Il y a un petit état psychotique à ce moment-là, parce qu'on est en déréalisation. Totalement. Et il n'y a pas à définir. Voilà. Parce que je pense que ces petits noyaux psychotiques qu'on a tous à l'intérieur de soi, on a un petit noyau psychotique dans notre construction de l'appareil psychique. On doit traverser la psychose pour aller vers la névrose, quelque part dans notre identité. Et ce noyau psychique, je pense que quand on est vraiment dans cet état de désarroi profond, de déstructuration totale de l'appareil psychique, là, ça vient faire écho. Et ça vient faire écho à un moment donné où on est dans un non-lieu, dans quelque chose de très particulier. Et après, quand l'individu vient symboliser, le désymboliser, resymboliser, c'est là où on fait une continuité, une liaison. Encore merci pour l'intervention. Est-ce qu'on aura accès à l'écrit? Oui, je vais juste corriger les fautes et puis je vous donnerai l'écrit. Viscéra, ça peut aller loin aussi, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Ingrid est en cours dans sa forêt amazonienne, son assistant a eu un enfant. Donc ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'elle s'est reproduite avec l'agresseur dans un bébé. Ça va encore plus loin. C'est très particulier, effectivement. Elle tombe amoureuse, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr. Je vous remercie parce que c'est une thématique moi, qui me touche profondément, vu que je viens des pays de l'Est et que je suis exilée, une ancienne exilée, et c'est une thématique qui m'est vraiment chère, donc je vous remercie. Oui, je vous remercie d'avoir proposé. Je pense un soin fini, terminé. Alors, moi, je suis quand même face à une énigme par rapport
par rapport aux chasseurs-cueilleurs, justement. Quelle est la notion d'exil chez les chasseurs-cueilleurs, sachant qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite dans leur mode de vie, puisqu'ils suivent le rythme des saisons, les troupeaux. Donc, la notion de territoire, qu'est-ce qu'elle est, puisqu'ils sont tout le temps exilés finalement. Ils passent pas. Mais pourtant, il y a des campements qui passent effectivement d'une zone à une autre sur des milliers de kilomètres. Donc j'imagine que la notion d'exil, ça doit être peut-être quelque chose d'assez étranger. Néanmoins, ce que les anthropologues et ethnologues disent, c'est que quand ils changent de territoire, à chaque fois, en fait, ils vont recréer le même espace. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de recréer un espace sacré. Et ça, on le voit dans la plupart des tribus, hein, il y a vraiment cette idée de pouvoir reconstruire le même agencement, il y a des rituels aussi de sacralisation de l'espace. Et je sais qu'il y a eu des expériences faites dans les années 50-60 au Brésil. L'État brésilien a voulu déplacer des populations indigènes et les parquer dans des logements sociaux, dans des réserves. Et ce qu'on a vu, c'est que effectivement, par rapport à ce que dit Becerra, il y a une sorte d'exil et une dépersonnalisation des indigènes. Hein. Ça a été très très loin en termes de traumatisme et de dépersonnalisation. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est en gros les basculer d'une culture à une autre, parce qu'ils avaient peut-être tout le confort moderne, mais ils étaient perdus parce qu'ils avaient perdu leur culture. Et c'est aussi de là qu'est née aussi l'ethnopsychiatrie, de dire que en fait, ce qui fait sens pour un individu, c'est sa culture, ses croyances imaginaires, et s'il les perd, en gros, il est foutu. Et donc, c'est ça qui est intéressant. On reviendra sur l'ethnopsychanalyse et l'ethnopsychiatrie, comment faire, justement, avec un analysant qui s'est déraciné, comment réintroduire cette culture-là. Je vous invite aussi à regarder ce formidable film sur Georges Devreux, hein, l'inventeur de l'ethnopsychanalyse. Ça s'appelle Jimmy P. Psychothérapie d'un Indien des plaines. C'est un film formidable et ça montre justement en pratique comment on peut essayer de réintroduire de la culture. Hein. Et moi je dis souvent, hein, c'est Jung aussi qui le dit, qu'un analyste c'est un amoureux des cultures. Il explore toutes les cultures en Asie, en Amérique du Sud, et il se nourrit hein, de toutes ces cultures pour aussi être en aide à ses analysants, parce que des déculturés, il y en a énormément de nos jours. Et juste pour conclure, je vous annonce que j'ai changé d'identité. Donc, je me suis marié l'année dernière, ma femme est slovène, elle porte le nom de Jonkar. Et donc, aujourd'hui, je m'appelle Frédéric Jonkar Vincent. Tout ça pour dire que, vous voyez, aujourd'hui, effectivement, à Becerra, maintenant, on partage aussi une identité commune par rapport, effectivement, à ce territoire que je connais un petit peu, parce que je connais un peu la famille de ma femme. Et l'idée que, effectivement, moi, je me sens fier, quelque part, de porter ce nom-là et de porter ses racines. Je suis très attaché au pays de l'Est et, effectivement, je suis très fier de porter cette culture. Peut-être qu'un jour, on fera une petite conférence dans les pays de l'Est. Exactement. J'y tiens. Merci. Merci.